Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on en est à la troisième vidéo sur le régime cétogène et on est toujours avec Salomé. Donc on démarre tout de suite. Salomé, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, communauté de David Lorme Vert, que je commence à connaître comme il faut, puisqu'il y en a beaucoup qui ont rejoint ma chaîne et je les en remercie infiniment. Beaucoup de messages chaque jour sous mes vidéos pour continuer toujours plus à comprendre ce qu'est l'alimentation réduite en glucides, plus particulièrement, plus particulièrement cétogène et carnivore, puisque c'est vrai que ce sont vraiment mes domaines de prédilection. Donc, pour cette troisième vidéo, avec David, on a vraiment envie de terminer un peu ces différentes notions. Les deux premières vidéos étaient vraiment sur pourquoi, qu'est-ce que c'est, vraiment d'un point de vue théorique, qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, on aimerait aborder avec vous la mise en pratique. On aimerait aborder aussi avec vous toutes les problématiques, les inconvénients, les peurs, la notion aussi de céto-adaptation, qui a tendance à être un petit peu erronée dans ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut lire, perdre du poids parce que je suis céto-adaptée, tout ça. On va essayer d'aborder dans ce gros fourre-tout tout ce qui tourne autour de l'alimentation cétogène et tout ce qui vient une fois qu'on s'est lancé dans cette alimentation. Donc, on va essayer d'être le plus clair possible. On démarre tout de suite, Salomé. Avant de démarrer sur le contenu du coup, de cette vidéo, je voulais juste faire une petite introduction sur le sucre. Parce qu'effectivement, dans les différentes vidéos que David m'invite gentiment à collaborer pour pouvoir partager sur mes connaissances et ma pratique dans les alimentations réduites en glucides, pourquoi on focalise sur ce fameux sucre? Est-ce que le sucre est si mauvais pour la santé? Est-ce qu'il faut vraiment l'éviter à tout prix? Dans notre histoire, de par notre génétique et notre métabolisme, nous avons besoin de sucre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le manger? Absolument pas. Puisque de par la glycogénolyse et la néoglucogénèse, on est capable de se fournir du sucre à l'intérieur de notre organisme sans en manger. Mais pourquoi ça existe? Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à me dire, Salomé, je ne comprends pas. Pourquoi on a tendance à réduire les sucres alors même que la nature nous les a donnés? Si c'est sur Terre, c'est qu'on doit pouvoir les consommer. Oui, sauf qu'il va falloir faire attention sur le fait que les fruits, et là je pense que ça va résonner en vous, et je pense que vous le savez, mais je le dis quand même, que les fruits ne sont pas là toute l'année, qu'à l'époque du Paléolithique, ils n'avaient pas en abondance, ce n'était pas la même composition non plus en termes de sources de glucides, c'était beaucoup plus riche en fibres, avec beaucoup plus de vitamines et de minéraux qui étaient beaucoup moins dérivés justement par cette inflammation liée au sucre, et que nous avons aussi beaucoup de pays qui ne connaissaient pas certains fruits, bananes, clémentines, des choses comme ça, c'est pas des choses qu'on avait à chaque année. Le rôle du sucre a pour vocation nous faire prendre du poids pour nous donner la capacité de survivre tout l'été. Pardon, pas tout l'été, mais du coup tout l'hiver, tout le printemps, tout l'automne, en s'étant chargé de sucre l'été. C'est la seule vocation du fruit. Ce n'est absolument pas une source de vitamines et de minéraux. Sinon, on en aurait toute l'année. Ça voudrait dire qu'on a besoin de ces apports toute l'année. Alors, s'il y en a qui sont pas d'accord ou qui ont des choses à rajouter, ou même David, surtout n'hésitez pas, c'est très intéressant d'échanger et on est là justement pour ça, pour ouvrir les consciences. Donc, le sucre, le glucose, le fructose, apporté en très petite quantité dans une année entière chez un individu, avait vocation à lui faire prendre du poids, lui permettre de stocker, de faire un léger foie gras pour pouvoir tenir tout l'hiver, un petit peu comme les oiseaux quand ils doivent migrer. Pour terminer cette introduction, je voulais juste mentionner que le sucre qu'on va pouvoir consommer hors cétogène, hors alimentation réduite en glucides, effectivement, ça peut nous être néfaste. Mais est-ce que ça veut dire qu'une alimentation cétogène ou carnivore faite un peu sur le pouce, est-ce que c'est mieux? Bah, pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans une alimentation cétogène qui va être inflammatoire. Riche en polyol, riche en poudre d'amande, produits transformés, source de soja texturé. Tout ce qui est, de toute façon, dans n'importe quelle alimentation que vous vous trouvez, à partir du moment où on a des aliments transformés, ce sera néfaste pour votre organisme. Donc, je préférerais encore que vous continuiez à manger des sources de glucides entiers, même si ça reste tout de même inflammatoire avec le gluten, tout ça. Mais imaginons que vous fassiez l'effort d'aller vers des produits complets, locaux, bio. Ça peut être beaucoup plus intéressant sur le plan de votre santé que de vous lancer dans un cétogène qu'on appelle dirty, c'est-à-dire très riche en polluants et en substituts industriels. Est-ce que David, tu veux rebondir sur mon introduction? Au sujet des fruits, hein, je le dis, je le répète et je le répéterai encore, les fruits d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec les fruits originels. Mais à rien, de rien, de rien, de rien. J'avais montré dans une actu quelques photos de pastèques, de bananes,
hein, ou les bananes. Il y a un conservatoire, alors je ne sais plus si c'est à la Guadeloupe ou dans une autre île, un conservatoire de bananes. Et donc il montrait dans le documentaire que j'avais vu à quoi ressemblaient les bananes. Et il y avait tellement de pépins que c'est immangeable, enfin de graines que c'est immangeable. Donc tous les fruits qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. Et puis la quantité de sucre, mais il n'y a pas de commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait avant. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, les fruits, les recommandations officielles, c'est en gros un fruit au petit déjeuner, un fruit en dessert à chaque repas. Donc ça fait minimum 3 fruits par jour. Donc là encore, comme l'a dit Salomé, si on raisonne en termes de saisonnalité, vous vous doutez bien que si aujourd'hui vous baladez dans la campagne française, vous allez à rien trouver sur les arbres, sauf encore quelques kakis qui restent encore sur les arbres. Mais voilà, les fruits, à la fin de l'automne et en hiver, il n'y en a plus, zéro. Donc si on était en accord avec cette saisonnalité, on n'en mangerait pas. Bon, il se trouve qu'on a des frigos, des grands frigos qui permettent de conserver les fruits pendant au moins un an. On a les importations, donc évidemment, on s'en fout complètement de la saisonnalité. Dans le monde d'aujourd'hui, on mange des fruits tout le temps, toute l'année, tous les jours, au point que les gens n'ont même pas conscience de la saisonnalité, par exemple de la pomme. Ils n'ont pas conscience qu'une pomme en juin, ça ne peut pas être une pomme de saison, ou une pomme en avril, ça ne peut pas être une pomme de saison. C'est que les premières pommes, les pommes d'été, on les trouve courant août, puis les dernières pommes, elles sont récoltées fin novembre, début décembre, suivant les variétés. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Les fruits, on n'est pas censé en manger tout le temps. Justement, tu disais un truc qui était pas mal, c'est si on avait besoin des fruits pour couvrir nos besoins nutritionnels, on serait bien embêté, en tout cas si on mangeait des fruits de saison. Notamment en hiver, on a moins de soleil, il y a plein de choses qu'on a moins. On a besoin d'une quantité accrue, notamment de vitamine C, parce qu'on est dans des endroits confinés, donc on est plus soumis aux microbes qu'en plein été où tout est ouvert, tout est aéré. Et en hiver, en termes de fruits, de saison encore une fois, qui sont sur les arbres, c'est zéro. Il n'y en a pas. Alors ne me parlez pas des oranges et des mandarines. Ne me parlez pas des oranges et des mandarines de Corse, parce que quand vous regardez par rapport à ce que les gens consomment en France, c'est infinitésimal. On consomme essentiellement des oranges, des clémentines qui nous viennent d'Espagne. Donc ne me parlez pas de la Corse. Oui, ça existe, mais il n'y en a pas assez pour couvrir nos besoins en France métropolitaine. Et puis c'est beaucoup plus cher et les gens, c'est pas ça qu'ils achètent, même si elles sont très bonnes. Donc voilà, donc ça, les fruits, c'est important. Et de prendre conscience que on n'est pas censé en manger autant. Voilà, donc c'était une grosse parenthèse, mais j'ai toujours les mêmes questions sur les fruits et ça m'agace. Donc quand je suis agacé, ben, je réponds comme ça. Alors, pour démarrer, on va commencer par la notion de céto-adaptation. Parce qu'évidemment, on a parlé de l'alimentation cétogène les dernières fois, un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le terrain au niveau de la céto-adaptation? Alors, déjà, qu'est-ce que la céto-adaptation? La céto-adaptation, ce n'est pas un taux de cétone et un taux de glycémie. Ça, c'est des chiffres, mais des chiffres qui vont être amenés à varier du jour à l'autre. Si vous avez un rhume, si vous êtes fatigué, si vous êtes content, si vous êtes... La céto-adaptation, c'est pas ça, c'est pas des chiffres. La céto-adaptation, c'est un métabolisme et c'est celui que vous aviez à votre naissance. Vous êtes venu sur Terre, vous étiez en cétose. Vous étiez capable de brûler du gras autant que du sucre. Le sein de la mère donne un lait qui est très riche en gras et très riche en sucre, tout simplement parce que c'est fait pour nous faire grossir, grandir, mais c'est aussi très riche en minéraux, vitamines. Je crois que le galactose a aussi énormément d'impact sur le développement du cerveau. Donc, il y a tout un aspect au niveau du lait qui est vraiment fait pour le nouveau-né. Mais nous naissons sous cétose et nous nous nourrissons au sein de la maman, chargés en sucre pour nous faire stocker. Dans les faits, en paléolithique, bah, ils se retrouvaient arrêtés d'allaiter et ils se retrouvaient du coup en cétose. Ils se retrouvaient adaptés à leur environnement. Aujourd'hui, nous, depuis plusieurs milliers d'années, on s'est mis à s'adapter aux glucides, on s'est mis à s'adapter, à se désadapter, à consommer du gras. Donc aujourd'hui, au lieu de parler de céto-adaptation, en fait, c'est une réadaptation métabolique. Et donc, pour arriver au bout de ma notion, la définition de la cétoadaptation, c'est une capacité à brûler aussi bien du sucre que du gras de manière discontinue, sans avoir d'impact énergétique, de carence ou de trou, en fait. Comme si vous passiez d'une route de chemin à une autoroute et que vous n'aviez pas senti le changement de gravier.
C'est ça une cétoadaptation. J'ai des personnes qui vont avoir 3 millimoles de cétone avec une glycémie correcte. Le taux de glycémie importe peu dans le sens où à partir du moment où vous avez une glycémie élevée, et là je vais donner des fourchettes théoriques, à partir du moment où vous avez une cétonémie entre 1,5 et plus, je ne donnerai pas de limite parce que vous pouvez même montrer un 4,5, il n'y a pas de danger, vous pouvez estimer que votre glycémie va très bien. Même si vous êtes à 90, même si vous êtes à 100. On se fiche de la glycémie parce que ce qui compte, c'est ce que j'essaie de faire comprendre un maximum, pour se céto-adapter, c'est-à-dire pour brûler du gras. C'est pas la glycémie qui va nous aider à faire ça, c'est la disparition de l'insuline. Oui, l'insuline dépend du taux de glucides, mais c'est en fonction de votre seuil. C'est-à-dire que chez quelqu'un, il ne faudra pas qu'elle dépasse 70, chez quelqu'un, il ne faudra pas qu'elle dépasse 95. Et j'ai des gens qui sont focus sur leur glycémie. Mon Dieu, je suis à 80, je désespère. Regardez votre cétonémie. Donc, cétoadaptation, c'est fonctionner aussi bien sur les sucres que sur les gras, basculer aussi vite en cétose que sortir de cétose sans s'en apercevoir, voire même rester en cétose, c'est-à-dire utiliser les sucres pour des organes glucodépendants, comme 25% de fonctionnement du cerveau, les globules rouges, la rétine. Elle va fonctionner sur le sucre, ça ne veut pas dire que vous sortez de cétose. Donc, c'est vraiment une condition là, au niveau énergétique et mitochondrial. C'est mitochondrial et c'est pour ça qu'on n'a pas les yeux dessus. Et donc, on va du coup focaliser sur glycémie, cétonémie, mais je vais toujours vous orienter à observer votre cétonémie surtout. Alors, la glycémie normale, aujourd'hui, c'est à peu près 100. Donc, quand on est en régime cétogène, on est en dessous. Notre norme, ça va pas être 100. Enfin, je dis notre norme parce que je ne sais pas si c'est une norme qui est vraiment juste. Disons que c'est la norme, c'est-à-dire que c'est la nouvelle normalité. Et peut-être, probablement même que ce qui est notre norme en régime cétogène, ce serait la norme idéale des gens. En fait, on est évidemment à 100 parce qu'on a une alimentation qui est trop riche en glucides. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, le problème, donc on vous parle beaucoup de glycémie, donc c'est le taux de glucose dans le sang. On vous parle de taux d'insuline. Ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir le niveau d'insuline, on est obligé de faire une analyse de sang. Et on ne peut pas l'avoir aussi facilement que la glycémie. On utilise des appareils avec des petites bandelettes. Donc la glycémie, on peut l'avoir, on peut la prendre 10 fois dans la journée, il n'y a pas de problème. Par contre, notre taux d'insuline, on ne sait pas. Et le gros problème, c'est qu'on ne sait pas si on produit beaucoup d'insuline ou pas. En tout cas, là, on parle de la phase d'adaptation, c'est-à-dire entre 0 et 100, 100 égale je suis 100% adapté. Donc dans cette phase, évidemment, il va y avoir des gens qui vont avoir un niveau d'insuline correct pour une glycémie, on va dire normale, et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir un niveau d'insuline élevé pour avoir une glycémie normale. Dans les deux cas, on a une glycémie qui sera normale, sauf que dans un cas, il aura fallu envoyer un gros coup d'insuline pour maintenir cette glycémie normale, et puis dans un autre cas, pouf, une petite giclée d'insuline et ça suffit. Et ça, c'est un petit peu ce qui nous manque. Si on avait cette facilité à avoir notre taux d'insuline, eh ben, on pourrait mieux comprendre les choses. Parce que c'est vrai que des fois, avec la glycémie, c'est une information, mais c'est pas suffisant. Et voilà. Et puis les cétones, le taux de cétone aussi. Alors là, on part de la phase d'adaptation. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est entre deux individus, on va avoir des individus qui seront capables de mieux utiliser les cétones plus rapidement, et puis d'autres personnes qui les utiliseront moins bien. Donc ceux qui vont les utiliser moins bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur foie va produire une certaine quantité de cétones qu'on va mesurer avec nos petits appareils. On va voir qu'il y a beaucoup de cétones dans le sang, mais est-ce que pour autant, est-ce que la personne les utilise? Point d'interrogation. Et puis on pourrait avoir à contrario une personne chez qui on va mesurer une quantité plus faible de cétones, mais peut-être que cette personne, elle en a moins dans le sang parce qu'elle les utilise mieux. Et ça, encore une fois, ça fait partie des choses. Il faut avoir conscience que les mesures, parce que tu parlais des mesures, hein, il faut avoir conscience que les mesures, on peut les interpréter de différentes façons. Et attention à vous focaliser pas sur un chiffre. Le taux de glucose dans le sang, la glycémie, vous énervez pas si c'est un peu trop haut. Parce qu'il suffit d'une mauvaise nuit, il suffit d'un petit coup de stress. Bon, il y a plein de choses qui peuvent faire monter notre glycémie. Et puis la production de cétones.
Voilà, bon, c'est pareil, c'est pas évident de pouvoir interpréter. Ce serait simple si à un chiffre, on pouvait donner une explication qui serait valable pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Non, par contre, j'ai quelques petites techniques, parce que comme je disais, en fait, quand tu vas appuyer sur l'insuline, c'est comme si tu allais appuyer sur l'accélérateur de ta voiture. Tu peux pas freiner en même temps. Donc, en fait, l'accélérateur serait l'insuline et le frein, ce serait l'acétose. Donc, en fait, si vous voulez essayer de voir si vous avez effectivement de l'insuline qui circule, vous avez 80 milligrammes de glycémie, ça vous semble correct, et vous voulez savoir combien vous avez d'insuline. Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir votre taux d'insuline, mais si vous êtes en alimentation cétogène propre, donc on en viendra un petit peu après. Pas d'aliments inflammatoires, tout ça. S'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont instaurées dans vos vies pour qu'il y ait un maximum de résultats et que malgré tout ça, on ne voit pas de cétose, donc une baisse de glycémie, mais pas de cétone, ça veut dire qu'il y a de l'insuline dans le sang. Donc vous n'avez pas le taux, mais vous pouvez toujours vous dire, bon, j'ai toujours de l'insuline qui circule. Alors soit effectivement, je vais vérifier au laboratoire combien j'ai, soit je vais travailler, c'est peut-être du stress lié au cortisol, c'est peut-être des inflammations qui créent du cortisol, c'est pas forcément votre consommation de sucre. Beaucoup de personnes me disent, pourtant je mange pas de glucides. On est complexe d'une complexité la plus complexe. J'avais envie de dire 3 fois complexe pour bien appuyer sur la chose. Ça ne s'arrête pas à l'assiette, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop simple. Et deuxième petite notion dont tu parlais sur le fait de fabriquer beaucoup de cétones et de ne pas les utiliser, ça c'est très fréquent en alimentation cétogène au départ, mais il faut quand même se réjouir de ça, parce que s'il y a beaucoup de cétones, c'est qu'il n'y a pas d'insuline. Donc c'est qu'une histoire de temps et de capacité métabolique. Et ça peut se vérifier dans l'acide urique. Vous allez avoir un acide urique qui risque de monter jusqu'à facilement 19, parce que vous êtes en train d'éjecter des molécules que votre corps estime déchets pour l'instant. Et avec le temps, vous allez voir réduire votre acide urique parce qu'en fait, vous êtes en train d'arrêter d'éliminer votre acétylacétate, bêta-hydroxybutyrate pour les utiliser, ces fameuses cétones. Donc, c'est aussi un moyen d'essayer de voir un peu où on en est, prendre ces données toujours avec un grand recul et dire ce ne sont que des constatations, c'est juste pour m'apporter des infos, mais ça ne doit pas générer de stress. Donc en fait, pour toi, il y a un intérêt aussi, parce que là on a parlé de la glycémie et de l'acétonémie, à mesurer aussi l'acide urique, ou alors c'est anecdotique, ou c'est pas important. Parce que je sais que François, lui, il était un peu tracassé par son taux d'acide urique qui était plus élevé que le mien. Et du coup, le taux d'acide urique, si j'ai bien compris, il permettrait de voir si on utilise bien ou pas les cétones. Un taux d'acide urique élevé, ça veut dire qu'on ne les utilise pas bien et donc ça reste en majorité ou en grande partie des déchets. Et quand le taux d'acide urique descend, ça veut dire qu'on commence à mieux utiliser les cétones. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, sauf que moi, j'ai envie de mettre des notions positives sur tes mots. C'est-à-dire que, première chose, ta première question, c'est est-ce que c'est utile de mesurer l'acide urique? Non. Parce qu'aujourd'hui, pour le corps médical, l'acide urique, c'est dangereux. Alors que l'acide urique, c'est anti-inflammatoire. Au contraire, plus on va éjecter d'acide urique, plus il se passe quelque chose au niveau de l'organisme qui est anti-inflammatoire. Ce sont des molécules anti-inflammatoires. Faites un jeûne de 5 jours, vous allez voir exploser votre acide urique. Pourtant, il se passe que des choses incroyablement bénéfiques pour votre organisme. Donc, d'un point de vue, est-ce qu'on a à le prendre? Absolument pas. Deuxième chose, quand on démarre un changement alimentaire, forcément, il va y avoir des dérégulations d'acide urique, de cholestérol, de glycémie, d'enzymes hépatiques. N'allez pas prendre vos taux, allez pas vous confronter à votre médecin qui est en train de vous dire que vous allez dans le mur. Évidemment que les taux vont être complètement dévariés. Déjà, vous allez à l'inverse de ce qui est prôné, mais vous savez que c'est plutôt bon pour votre santé. Mais surtout, vous savez que votre médecin va vous tirer les oreilles. Donc non, première chose, arrêtez les données. Prenez votre cétonémie, glycémie à la maison dans votre petit coin. Évidemment, ça ne va pas vous en parler à votre médecin. Je ne dis pas que vous faites tout ça tout seul. Mais n'allez pas chercher la petite bête à aller voir des données qui de toute façon ne seront pas du tout stables. On parle de 6 mois à 1 an pour stabiliser le cholestérol. Donc, n'allez pas prendre vos mesures à ce moment-là. Ou alors, vous le prenez en tout état de cause, en sachant que oui, ça va changer, mais c'est pas grave. Et ensuite, la deuxième chose, tu parlais, s'il y a beaucoup d'acide urique, c'est qu'on n'utilise pas bien notre cétose. J'ai envie de dire dans l'autre sens. C'est qu'on fait des cétones. Et comme je disais, notre objectif premier pour tous les troubles pathologiques, que ce soit le cancer, l'obésité, le SOPK, l'Alzheimer, l'arthrose, tout ce que tu veux, l'hypothyroïdie, c'est des inflammations. Et venir réduire cette insuline, ça veut forcément dire qu'on réduit une source d'inflammation. Les cétones sont des anti-inflammatoires, donc sans charger dans le sang, même si on ne les utilise pas comme carburant, ça aura un impact sur le cerveau. Peut-être même que c'est le premier qui l'utilise. C'est vrai que c'est une notion que je ne me suis jamais posée comme question. Quel est l'organe qui utilise en premier les cétones?
peut-être le cerveau, sachant que c'est vraiment le plus consommateur, 75% de son énergie est tirée des cétones, et ça passe très facilement à la barrière hémato-encéphalique. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire, un fort taux d'acide urique, réjouissez-vous, c'est que vous fabriquez des cétones. Un faible taux d'acide urique, c'est que vous brûlez vos cétones. Si jamais, effectivement, il n'y a pas d'acide urique, il n'y a pas de cétose, et vous êtes crevé, évidemment que là, il va falloir aller creuser. Mais essayons de voir le positif dans toutes ces petites notions. Alors juste, l'acide urique, on peut le mesurer aussi avec des bandelettes parce que j'ai l'impression que tu sous-entendais que ça passait forcément par le médecin, mais on peut le mesurer aussi avec des bandelettes. Donc c'est pour ça que j'en parle en fait, parce que c'est vrai qu'on va pas s'amuser à aller faire des analyses sanguines tous les 4 matins pour mesurer le taux de telle ou telle chose dans le sang. L'acide urique, on a des bandelettes, donc on peut le mesurer. Donc pour les plus tracassés, pour les plus hypochondriaques qui aiment bien mesurer tout un tas de choses, voilà, vous avez le taux d'acide urique en plus. C'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, tu sais quoi? Jamais personne m'a demandé d'analyser son acide urique sur bandelette. Et comme j'analyse tous les jours énormément de bilans sanguins, c'est toujours sur les bilans sanguins. Donc dans ma tête, tu vois, c'est resté bilan sanguin. Vous êtes des fous, et c'est bien, de bilan sanguin. Je veux des chiffres. Salomé m'a dit d'arrêter de regarder ma balance. Du coup, je regarde tous mes chiffres. Mais c'est très bien. Donc c'est pour ça que j'ai corrélé ça. Mais c'est vrai qu'il y a il y a les bandelettes. Mais c'est bon, ça va vous donner une fourchette d'acide urique. Ne vous confrontez pas à ça. Si vous ne vous sentez pas de l'interpréter, vous allez vous paniquer. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je pensais surtout au bilan sanguin avec un retour du médecin. Dernière petite chose sur l'acéto-adaptation. Comment on sait qu'on est céto-adapté? Alors, d'un point de vue numérique, on peut le savoir quand même. C'est-à-dire qu'on va avoir un taux de cétone à minimum 1,5 millimoles 15 matins d'affilée. On peut s'estimer céto-adapté. Attention, il y a des gens qui vont être à 1,3, il y a des gens qui vont être à 2. Bon, au final, c'est à partir de 1,5. C'est encore très théorique. Mais ça veut dire qu'il y a une profusion de cétone tous les matins à jeun et qu'on reste en cétose toute la journée. Il y a toujours de la cétose. Si vous restez en cétose toute la journée et que votre taux de cétone est à peu près à 1,5 minimum au matin à jeun, pendant 15 jours, vous pouvez vous estimer céto-adapté. J'ai quand même tendance à m'occuper surtout des sensations. Donc, les sensations, c'est un sommeil profond, absence de douleur, menstruation régulée, absence de fringales, absence de pulsions alimentaires. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Récupération au niveau de l'effort. Vraiment, tous vos paramètres de vie qui rentrent dans l'ordre. Je ne suis pas en train de dire que l'alimentation cétogène, c'est l'alimentation miracle, mais les cétones vont vraiment amoindrir vos douleurs articulaires, vos maux de dos. Vous allez vous sentir beaucoup plus souple le matin en vous levant. Un focus mental, vous allez réfléchir plus vite et plus longtemps. Vous allez vous lever très tôt le matin pour vous coucher assez plus tôt le soir et vous endormir facilement. Et moi, je vais beaucoup m'appuyer là-dessus. Et si je peux avoir une donnée de cétonémie, bah, je suis contente parce qu'on va pouvoir valider les faits sanguins. Mais c'est surtout ça qui va marquer une cétoadaptation, c'est ce bien-être général installé suite à cette consommation de cétone. Combien de temps? Donc ça, c'est une question évidemment croustillante. Combien de temps le Père Noël va arriver? Quand est-ce qu'on va être en cétose? Et quand est-ce qu'on sera cétoadapté? En fait, j'ai pas de réponse. Enfin, si, j'ai une réponse théorique. C'est-à-dire que le renouvellement mitochondrial, parce que là, tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, et même nos 3 dernières séances, ce sont des concepts métaboliques. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement du corps humain au niveau énergétique, comment il puise son énergie. Et forcément, il faut parler mitochondrie. Ces petites centrales électriques qui brûlent l'énergie, aussi bien des sucres que des gras. Et en fonction de sa capacité à transformer un source de substrat en énergie, c'est ça qui va faire de nous des individus en bonne santé. Combien de temps? Il faut 6 semaines pour une mitochondrie à se renouveler. Et en fait, à chaque nouvelle cellule, quand elle va naître dans une atmosphère, je sais jamais, je crois que c'est une atmosphère. Une. Une. Quand, hein? Je crois que c'est une. Une atmosphère. Quand elle va naître dans une atmosphère teintée d'une certaine couleur, donc on va donner la couleur bleue à la couleur cétonique par exemple, bah, elle va naître bleue, elle va se reconnaître et du coup elle va fonctionner beaucoup plus facilement, un peu comme on vous débarquez en Chine et vous ne parlez pas une mot de chinois. Donc en fait, il faut un certain temps pour que nos cellules, elles renaissent dans un environnement bah, qui les attend en fait. Mais chez les personnes qui sont résistantes à l'insuline, comme David disait tout à l'heure, elles vont avoir beaucoup d'insuline dans leur sang. Ça veut dire qu'il va y avoir absence de cétone. Tant que l'insuline circule, vous ne faites pas de cétone. Donc, ce qui veut dire que si vous traînez une résistance à l'insuline, et ça fait 30 ans que vous vous la baladez, hein, ça ne fait pas 6 mois que vous l'avez, mais que du coup, vous basculez en alimentation cétogène et que vous mettez peut-être 4 mois avant d'enfin cesser de sécréter plus de 4 milli-UI par litre de sang
d'insuline, forcément, vous mettrez au moins autant de temps à fabriquer des cétones et 6 semaines pour vos céto-adaptés. Donc, de 6 semaines j'ai des gens qui ont mis plus de 2 ans à se céto-adapter, mais qui ont malgré tout eu des bénéfices. Moins d'inflammation, moins de douleur, perte d'eau, perte de poids. La cétose ne veut pas dire perte de poids, hein. On est bien en train de parler de deux choses différentes. Maintenant, c'est là où ça va être un petit peu puzzle. C'est ce que je disais à David tout à l'heure, une vidéo un peu puzzle. Donc, s'il y a des questions, parce que je ne suis pas allée assez au fond d'une notion où David n'a pas rebondi sur une notion ou quoi, vous n'hésitez pas à poser des questions. Je ne peux évidemment pas couvrir tous les sujets. J'aimerais maintenant qu'on aborde la notion de digestion en alimentation cétogène. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre la capacité à digérer des glucides. On parle de résistance à l'insuline résistance aux glucides générée par l'alimentation cétogène. Excusez-moi, mais c'est très compliqué de se dire qu'on va être résistant à l'insuline dans une alimentation qui n'en produit pas. On parle aussi beaucoup des digestions des protéines, soi-disant que l'alimentation est riche en protéines, cétogène est riche en protéines, et bien sûr la digestion des acides gras. Donc je vais essayer de donner quelques éléments d'information pour essayer de vous guider là-dessus. Pour tout ce qui va être digestion des glucides, je vais partir sur des glucides quotidiens, donc des glucides issus des végétaux. D'accord? Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de féculents. Les principaux végétaux qu'on va consommer en alimentation cétogène sont très riches en fibres. Évidemment, plus il y a de fibres, moins il y a de glucides. La problématique qu'on va pouvoir rencontrer, c'est que chez des personnes qui ont tendance à manger très vite, qui ont tendance à aimer le cru, qui ont tendance à avoir toujours été sur de l'alimentation végétale, elles vont rendre difficile le travail mécanique et chimique au niveau de l'intestin, enfin surtout de l'intestin grêle et de l'estomac. C'est-à-dire que votre cellule, donc le glucide qu'on va retrouver dans un végétal, il est entouré par des cellules, la cellulose. On va même trouver d'ailleurs le glucide cellulose qui est lui non assimilable. Mais dans des légumes, on va toujours avoir des glucides assimilés et des glucides non assimilés. Ces glucides-là, ils vont être digérés au niveau de l'intestin grêle. À partir du moment où les enzymes vont permettre de détruire cette cellulose. Sauf que cette cellulose, elle est très difficilement découpable à la condition soit de la faire tremper, soit de la faire fermenter, soit de bien la découper, soit de bien la cuire. Donc, je dirais que dans l'assimilation quotidienne des glucides cétogènes, veillez à choisir des aliments crus ou cuits en fonction de vos capacités digestives. Fermentés, alors là, n'hésitez pas sur le fermenté à fond. Et puis, bien sûr, à manger en conscience et à bien mâcher. Donc ça, ce sera un petit peu, on va dire, la digestion des glucides cétogènes. Pour ce qui est de la digestion des glucides hors cétogène, par exemple, on sort de cétose, on est invité chez des amis, et puis voilà, on a décidé de ne plus manger cétogène. Ce n'est pas une problématique, c'est un fonctionnement, une adaptation du corps. À partir du moment où vous cessez, ou du moins vous ralentissez l'utilisation d'un organe, celui-ci se met en dormance. Il ne s'abîme pas, il ne se détruit pas, il ne disparaît pas, il se met en dormance. C'est le cas du pancréas. Si aujourd'hui vous passez 2 mois sans sucre, vous allez avoir un pancréas qui va s'endormir un petit peu et donc sécréter moins d'insuline. Si du jour au lendemain, vous décidez de lui donner une glace à Gendaz ou une papa, vous allez avoir une hyperglycémie 3 fois plus rapidement que votre voisin qui, lui, mange des glucides tous les jours. Est-ce que ça veut dire que vous devenez résistant? Mais non, ça veut simplement dire que votre sécrétion d'insuline à l'instant T où vous avez consommé, en fait, elle n'est pas assez conséquente. On commence juste à remettre en route le tuyau d'arrosage en début d'été. Donc, c'est simplement une réadaptation. Réitérer cette action de manger du sucre 2 heures après ou le lendemain ou sur le lendemain, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins cette hyperglycémie parce que vous avez remis en marche un système qui était voué à gérer les glucides, lesquels étaient absents jusqu'à maintenant. Pour ce qui est des légumes, donc moi je suis quelqu'un, donc on est un peu opposés toi et moi, c'est que toi tu vas dans une alimentation carnée, plus carnée, et moi je reste dans une alimentation qui est quand même assez végétale, en tout cas en termes de volume. On ne parle pas en termes de calories évidemment, on parle en termes de volume. Mes assiettes, il y a beaucoup de légumes, et donc effectivement le problème c'est que ces légumes qui prennent beaucoup de volume, avec des fibres qui ne vont pas être digérées, qui ne vont pas être assimilées, puisqu'on n'a pas de cellulase, eh ben, ils peuvent entraver la digestion des autres macronutriments, des protéines et des lipides dont tu vas parler. Donc attention, si vous avez ce qu'on appelle un feu digestif qui est faible, c'est-à-dire une capacité à digérer les aliments qui est faible, n'oubliez pas que plus vous allez mettre de légumes, plus ça va être compliqué. Et si vous voulez rendre votre digestion plus facile, eh ben, il va falloir diminuer les légumes crus et cuits.
Moi, je pense que je suis une exception parce que j'en ai vraiment toujours mangé beaucoup, voire beaucoup trop toute ma vie. Donc mon corps, il s'est adapté aux légumes. Donc c'est pour ça que mes assiettes, et il faut pas faire un copier-coller de mes assiettes en se disant, David, il mange ça, je vais faire pareil. Euh, Ayez conscience de ça. Voilà. Donc les protéines, il vous faut une certaine quantité. Les lipides, il vous faut une certaine quantité. Les glucides, c'est facultatif. Moi, je considère que c'est pour le plaisir, c'est pour avoir de la variété, des saveurs différentes, des textures différentes, parce que ça amène du croquant, par exemple. Euh, et puis, bah, il y a le fait de manger des trucs frais et crus. Enfin, voilà, moi j'ai du mal à m'en passer. Donc, il va falloir moduler la quantité des aliments glucidiques. Donc, je vous rappelle, on ne parle pas des patates, du riz et des pâtes ou du pain. Là, on parle de glucides dans le cadre du régime cétogène. On va parler des légumes qui sont pauvres en glucides. Donc, vous allez sur le site Siqual ou sur n'importe quel truc qui vous donne le taux de protéines, glucides, lipides. Donc, on parle des légumes qui sont pauvres en glucides, les légumes feuilles, les légumes, toute la famille des choux, on va parler des radis, on va parler de quoi encore, tous les types de salades. Voilà, on parle de ça en fait, hein. C'est de ça dont on parle quand on parle de glucides. Il faut que vous arriviez à mettre une image sur ce terme qui peut vous sembler un peu flou. Nous, on parle de ça. Voilà. Oui, en alimentation cétogène, les glucides sont forcément sont issus des végétaux puisque on ne comptabilise pas les glucides présents dans la protéine. Le muscle ne contient pas de glucides, mais le foie contient des glucides, les œufs contiennent des glucides, 0,5 au 100 grammes. Entendons-nous bien, on ne le comptabilise pas ça. Parce que généralement, les aliments qui contiennent des glucides et qui sont d'origine animale, et là je ne parle pas du lactose des produits laitiers, je parle bien de la viande, sont généralement très riches en micronutriments. Donc en fait, vous apportez effectivement quelques glucides, mais vous apportez une bombe de nutriments pour votre organisme qui est plus que ravi de voir arriver ça. Effectivement, les glucides liés aux produits animaux, dans une alimentation cétogène, cétogène ou carnivore pour le coup, puisque en alimentation carnivore, il n'y a aucun glucide issu des végétaux, évidemment, puisqu'il n'y a pas de produits végétaux, mais on peut très vite arriver à 20 grammes de glucides en alimentation carnivore. Manger un peu trop de lait, hein, il y en a qui consomment beaucoup de lait cru, il y a beaucoup de glucides, il y en a qui consomment beaucoup de yaourt. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de glucides dans une alimentation carnivore, mais elles resteront du coup issues des animaux. C'est pareil, là, ça peut être compliqué, manquant de lactase. Toujours s'orienter surtout sur tout ce qui est lait de brebis, lait de chèvre ou de vache jersienne, par exemple, qui va pouvoir être plus facilement traité. Mais encore une fois, ça, c'est mon avis personnel dans ma pratique, dans ce que je vois au quotidien. Tous les produits laitiers sont difficilement tolérés par l'organisme pour parvenir à une cétoadaptation de qualité. Je ne suis pas en train de dire qu'on les élimine. Les ferments lactiques sont intéressants, la caséine, je l'utilise, la caséine, donc le fromage, je vais souvent l'utiliser pour pallier les pulsions alimentaires, pour pallier les déprimes. Je vais avoir tendance à donner du fromage au petit déjeuner pour pallier les crises de sucre de 17 heures. Donc, ça a son intérêt. Par contre, pour moi, ce sont des compléments alimentaires, des aliments plaisir, de la variété dans l'assiette, un plus pour faire du bien. Donc ça, voilà, ce sont différents glucides. Alors là, j'ai parlé caséine, ça va me permettre de basculer sur les protéines. Juste pour vous dire qu'on a les glucides d'une alimentation traditionnelle, qui va être surtout pain, pâtes, tout ça. On va avoir les glucides d'une alimentation cétogène, ce sont les légumes qui poussent hors du sol. On va évidemment avoir tout ce qui va être graines et noix. Mais là, on viendra plus tard. On ne va pas s'attarder sur l'alimentation hypo-inflammatoire, sinon on n'a pas terminé. Et enfin, les glucides d'une alimentation carnivore, grand majoritairement issus des produits laitiers. Donc, protéines, ça va être très simple, vraiment très simple. Et je me suis posé la question pendant très longtemps quand j'ai démarré mon alimentation cétogène pour moi-même. Je cherchais en vain des réponses fertiles. Je peux vous le dire, et s'il y a une seule chose à retenir ici, c'est ça. Les protéines en alimentation cétogène que vous pourriez comptabiliser dans vos macros, à la condition que vous en utilisiez quand vous utilisez une application. Moi, c'est pas que je vous déconseille, ça peut vous aider d'utiliser une application, mais apprendre et comprendre, c'est encore mieux. En tout cas, une protéine comptabilisée comme une protéine, c'est animal. Vous ne comptabilisez pas la protéine de l'avocat, de l'épinard, de la spiruline, du soja. Parce que, et là, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, et je l'entends très bien, parce qu'il y a des végétariens qui vont être en alimentation cétogène et qui vont forcément utiliser du soja, du tempeh, des choses comme ça. Pourquoi moi je le déconseille? Encore une fois, ce n'est qu'un avis que j'observe sur le terrain.
C'est un acide aminé qui n'est pas aussi biodisponible que le reste, qui va potentiellement faire tomber en carence de vitamine B, de zinc, qui va potentiellement ralentir votre métabolisme au long cours. 5 ans d'alimentation cétogène végétarien, vous pouvez vous retrouver à perdre vos cheveux, avoir un ralentissement au niveau de la régénération de la peau. Vous pouvez commencer à prendre du poids par un encrassement du foie du fait d'une dominance d'œstrogène. Donc, pour moi, vos 1 gramme de kilo de poids de corps de protéines apportées par jour sont d'origine animale. Crustacés, poissons, viande, œufs. Et au niveau de la digestion, ça va être très simple. Plus votre estomac est acide, mieux c'est. Donc, si aujourd'hui, vous avez du mal à consommer des protéines sans avoir des brûlures d'estomac, je vais vous inviter à utiliser le bicarbonate alimentaire, 1 cuillère à café avant chaque repas pendant 5 jours, et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux digérer. Avec ça, évidemment, mais ça c'est un incontournable, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre par repas, pour vraiment vous aider au niveau de la digestion. Alors hépatique, oui, mais c'est surtout aussi au niveau de l'acidité gastrique. Brûlure d'estomac, il y a une difficulté digestive. Moi, généralement, je fais ma cure de 5 jours de bicarbonate et ensuite, j'essaie d'enchaîner avec le vinaigre ou même des fois pendant pour les très, très grosses dysbioses, en fait, parce que c'est très souvent lié à la dysbiose. Donc bicarbonate en début de repas pendant quelques jours et vinaigre de cidre à la fin du repas. J'ai vraiment des gens qui ont tendance à oublier leur vinaigre, mais ils le sentent très rapidement. Et c'est très souvent, je leur dis, si vous n'êtes pas chez vous, essayez d'avoir votre petite fiole d'huile essentielle. L'huile essentielle de citron est inoffensive à prendre même sans corps gras, c'est-à-dire même si elle n'est pas portée dans un gras. Donc du coup, c'est vraiment leur petit chewing-gum, entre guillemets, de fin de repas qui permettrait du coup d'améliorer cette digestion un peu plus lourde au démarrage d'une alimentation cétogène. C'est vrai que moi j'ai souvent utilisé ça quand j'étais un peu plus jeune. C'est vrai que pour aider à digérer, c'est pas mal du tout. Après, ça te fait une super haleine de citron. Oui, mais généralement, les gens qui rentrent en cétogène se plaignent d'haleine fétide parce que la fabrication d'acétone s'évacue dans la laine et ils ont très souvent des soucis. Salomé, t'as pas une petite technique. Donc, huile essentielle de menthe poivrée ou de citron, c'est l'idéal. Ouais. Alors la différence, c'est que l'huile essentielle de citron, on peut en prendre, euh, alors quelques gouttes évidemment, mais sans trop se poser de questions. L'huile essentielle de menthe poivrée, c'est quelque chose de beaucoup plus costaud. Donc Mm. c'est pas du tout la même utilisation. En fait, elle est tellement forte que moi je conseille de la diluer dans un petit flacon. Vous pouvez mettre sans problème un quart de menthe poivrée, trois quarts d'huile d'olive par exemple, et donc vous prenez une goutte. Et c'est largement suffisant. C'est Oui, largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée, point trop n'en faut, hein, pour notre foie et notre système nerveux, attention. Donc oui. voilà, c'est pas du pastis, hein. Comme tout ce qui est d'origine végétale, c'est toujours en dosage culinaire, c'est toujours en dosage thérapeutique. C'est ce que j'ai envie de dire même avec les légumes. Quoi qu'en dise notre cher David, qui se mange de jolies assiettes. Mais encore une fois, c'est toujours à adapter à son métabolisme. Encore une fois, je ne fermerai jamais la porte aux alimentations plus riches en végétaux, même aux végétariens. Je veux dire, moi mon objectif, c'est que vos choix alimentaires collent avec votre santé. Si vous n'avez pas de troubles digestifs, énergie, votre métabolisme fonctionne comme il faut et que vous êtes absolument à l'opposé d'une alimentation cétogène, mais en fait, je suis ravie. Je ne mène pas le combat pour une alimentation cétogène, je mène le combat pour une santé. Donc, si vous vous estimez en santé et que vous n'avez pas besoin de moi, j'en suis ravie. Très sincèrement, les végétariens en bonne santé, alors déjà qu'un omnivore en bonne santé, c'est-à-dire un omnivore, quelqu'un qui a à sa disposition une table avec une infinité d'aliments, hein, où on peut vraiment manger tout ce dont on a besoin. Donc déjà, c'est pas évident en tant qu'omnivore, mais en tant que végétarien, là, c'est déjà plus compliqué, puisqu'il y a certains aliments qu'on ne va pas manger. Mais un végétarien céto, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a tout un tas de trucs qu'il ne va pas pouvoir manger, parce que tous les aliments qui sont et riches en protéines et riches en glucides, il ne va pas pouvoir les manger, sinon il ne sera jamais en cétose. Donc, alors, tu es très gentil, je trouve, de dire ce que tu as dit. Moi, je pense qu'un végétarien qui veut faire du régime cétogène, ça va être, je vais dire, entre très compliqué et impossible. Alors, il y a toujours des exceptions. J'ai toujours des gens qui me disent, je sais pas quoi, mais je les connais pas, je les ai pas vus, donc je peux même pas vérifier. Très sincèrement, VG, keto, je demande à voir, mais pour l'instant, j'y crois pas trop. Je pense pas que ce soit vraiment possible, tenable sur le long terme. En plus,
Le danger, ça va être d'aller vers des produits ultra transformés, donc les poudres de protéines végétales, parce qu'effectivement, on va avoir un gros pourcentage de protéines sans avoir les glucides qui vont avec, mais c'est de la merde en barre ces trucs. C'est des trucs ultra transformés. Donc ça, c'est pour moi, c'est pas tel que je le conçois dans le régime cétogène. Pour moi, le régime cétogène, ce sont des aliments qu'on peut trouver autour de chez soi, à 90% autour de chez soi, et ce sont des aliments identifiables. Ce sont des légumes, ce sont des produits animaux entiers, bruts, non transformés ou très peu transformés. Mais quand je vois une poudre blanche de je sais pas quoi, je suis désolé, moi je peux pas identifier ce qu'il y avait derrière cette poudre blanche. Donc voilà, VG, céto, j'y crois pas, mais bon, il doit y avoir des exceptions. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui se lance dans une alimentation cétogène, pour moi, sa principale vocation, c'est d'être en cétose. Je veux dire, quand tu te lances dans une alimentation cétogène, le mot colle avec l'objectif. Si tu décides de te lancer dans une réduction des glucides, tu peux te lancer dans une alimentation à 20 grammes de glucides sans chercher la cétose. C'est possible, tu peux en avoir Hmm. absolument rien à faire en cétose ou pas et d'être à 20 grammes de glucides. Mais si tu décides d'être en alimentation cétogène, tu dois suivre tes taux. Et dans ce cas-là, il est fort probable dans un régime végétarien, tu n'arrives jamais en cétose. C'est là qu'on va venir me voir. Donc c'est en ça que je dis que moi, tout me va du moment que vous collez votre objectif. En fonction de l'objectif, bah, les stratégies seront différentes. Et bien sûr, les impacts sur la santé seront différents aussi. Ensuite, au niveau des lipides, donc au niveau des lipides, pour la digestion des lipides, évidemment, pour quelqu'un qui arrive dans une alimentation cétogène, on peut parler de difficultés digestives, évidemment. Tout simplement parce que qu'est-ce qui vous permet de digérer le gras? C'est la bile. En tout cas, c'est la bile qui va vraiment vous aider à émulsionner vos graisses. Comme je disais tout à l'heure pour le pancréas qui s'endort lorsqu'on cesse de l'utiliser en alimentation cétogène, dans vos régimes hypocaloriques ou caloriques verts, c'est volumineux, où il y a peu de gras, vous allez rapidement dessécher un peu votre vésicule biliaire. C'est-à-dire que ce sac, la vésicule biliaire, elle a en son sein la bile. Cette bile va être très fortement utilisée en cas de gros besoins de digestion des lipides. Moins vous mangez de lipides, moins vous stimulez votre utilisation. Donc, va se former de petits caillots au fond, ça stagne, c'est un peu comme une marée, voilà, la mare de Shrek. Il ne se passe pas grand-chose, tout stagne dedans, puis voilà. C'est un peu la même idée. Quand vous allez vous remettre là à grand eau ou à grand gras, à vous remettre à consommer des lipides, vous allez d'un seul coup dire à votre vésicule, ou même à votre foie d'ailleurs, allez go, on y va. Et ben lui là, il n'est pas prêt, il y a quelques cailloux à dégager parce que ça coince, il va se passer quelque chose. Donc il y a une adaptation. Et en fait, cette adaptation, elle peut simplement vous empêcher à démarrer une alimentation cétogène en bonne et due forme, c'est-à-dire à 2 grammes de kilo de poids de corps de lipides. Il est probable que vous démarriez à 1,3 pour ensuite être à 1,5 et 1,7. Parce que il faut que le corps il comprenne, là, il y a une nouvelle machine qui est en train de fonctionner, j'ai plus l'habitude de l'utiliser. Donc, ça va être surtout ça, les troubles digestifs. Ça va être souvent un foie qui a du mal à suivre, mais c'est complètement temporaire et ça fonctionne même sans vésicule biliaire. J'en ai plein des gens qui fonctionnent très bien. Il suffit juste d'être à l'écoute de son corps, de manger des repas les plus espacés les uns des autres pour vraiment éviter de toujours faire appel à son foie et manger en quantité adaptée. Peut-être que moi, je vais vous conseiller de manger 40 grammes de beurre sur un repas et que vous pourrez en manger que 20. Et ben, vous en mangez que 20. Et pour terminer, le choix de l'acide gras est très important. Si vous veniez à consommer majoritairement des huiles végétales, et alors là, je les élimine toutes, sauf l'huile d'olive, l'huile de coco et j'ai presque envie et le beurre de cacao, j'ai presque envie de m'arrêter là. On pourrait ajouter l'huile de lin, l'huile de macadamia, l'huile d'avocat, mais ça reste quand même un processus un peu complexe à fabriquer. Pour moi, ça reste oxydé. Enfin, vraiment, voilà, vous voulez des huiles, vous pouvez quand même les prendre. Elles sont de qualité parce qu'elles ne sont pas riches en oméga 6. Mais dans la fabrication, ça reste complexe. Par contre, les autres, on est OK. Mais si vous basez votre alimentation sur l'huile d'olive, votre cétogène sur l'huile d'olive, vous allez galérer. Votre corps est fait de corps saturés, d'acides gras saturés. Si vous voulez réussir à fabriquer des cétones, fonctionner avec de l'énergie, digérer, nourrir votre cerveau, nourrir vos hormones, tout ce que vous voulez, et même du coup votre bile, c'est-à-dire digérer votre graisse, il va falloir consommer du ghee, il va falloir consommer du beurre, de la graisse de bœuf, du saindoux, un peu moins, mais aussi de la graisse de canard, du gras saturé, qui va vous permettre d'avoir accès à certaines chaînes acides gras, chaînes moyennes, parce qu'il y en a quand même pas mal dedans,
limiter du coup les chaînes longues issues de l'huile d'olive et de vous permettre du coup une meilleure digestion du fait de cet apport de cholestérol. Donc voilà les quelques conseils sur la digestion des lipides. Voilà, donc juste pour que vous compreniez un petit peu comment le gras est fait, il faut savoir que le gras dans le corps humain, il est à peu près à 50% composé d'acides gras saturés, à peu près à 40% d'acides gras monoinsaturés, donc l'oméga 9 qu'on retrouve majoritairement dans l'huile d'olive. Et il se trouve que le gras de bœuf, il a les mêmes proportions que notre gras à nous. Alors le bœuf, c'est aussi un mammifère. Et donc c'est vrai que c'est un gras qui est très bon pour avoir comparé au niveau de la digestion différents gras. J'ai trouvé que le gras de porc que mon boucher a bien voulu me donner parce qu'il le jette, le gras de porc en fait je le trouve plus difficile à digérer que le gras de bœuf qui passe vraiment très bien. Alors ensuite, il y a le ghee. Donc le ghee, je vous rappelle, c'est du beurre clarifié. Donc on fait chauffer du beurre tout doucement, puis on enlève l'écume et ça nous fait un beurre qui aura du coup moins d'eau. D'ailleurs, j'ai commandé du ghee que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et puis j'ai pas regardé sur le pot. Dans du beurre, vous avez 80, à peu près 80% de matière grasse. Vous avez 0,9% de protéines, 0,9% de lactose. Et puis le reste, c'est de l'eau. En fait, il y a quand même de l'eau. Alors que quand vous prenez une huile d'olive, c'est 100% lipides. Quand vous prenez du beurre, c'est pas 100% de graisse. Il y a toujours un petit peu d'eau. Et quand on fait du ghee, bah forcément, comme on va faire chauffer à basse température, on va avoir une partie de cette eau qui va disparaître. Et je ne sais pas du coup combien il y a de pourcentage d'eau dans le ghee par rapport au beurre, mais logiquement, il y en a moins. Donc le ghee, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors l'huile d'olive, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pour mes crudités et que je n'utilise plus pour la cuisson. Systématiquement, j'utilise soit du gras de rognon de veau que je prépare en faisant fondre comme le gras de bœuf, soit du gras de bœuf bio nourri à l'herbe, soit la graisse de canard parce que quand je fais un magret, eh ben, je fais un peu fondre le gras, hop, je mets dans un petit ramequin et voilà, et après on peut l'utiliser pour la cuisson. Voilà, donc ça vous permet d'avoir quand même une variété de gras intéressante et variée. La graisse de coco, à titre personnel, je ne l'utilise pas. Je ne sais pas si génétiquement je suis fait pour manger du gras de coco parce que je ne sais pas si dans mes ancêtres il y avait ça. En tout cas, instinctivement, c'est pas un gras qui m'attire. J'ai pas envie d'en manger. Ça a tendance à m'écœurer. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est personnel. Mais du coup, si vous ressentez une non-appétence pour un gras, vous forcez pas. Il y en a d'autres à votre disposition. Vous forcez pas à manger du gras de coco parce qu'on vous a dit que dans l'huile de coco, il y avait des acides gras à chaîne moyenne. Alors il y en a, je sais plus combien, 15% ou 20%. Enfin bon, il n'y en a pas des tonnes non plus. Hein. C'est pas comme de l'huile MCT pure. Vous forcez pas, voilà. Si ça passe pas, ça passe pas. Au sujet de l'adaptation, donc du gras, c'est vrai que c'est la chose quand même la plus compliquée, j'ai trouvé. Mon expérience, c'est que j'ai eu des moments où j'ai eu des crises, en fait, comme ce qu'on pourrait appeler une crise de foie, c'est-à-dire un excès de gras. Je me souviens cet été, on était en vacances, et puis un jour, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu rajouter du beurre partout. En plus du gras animal qu'il y avait naturellement dans le plat, j'ai ajouté du beurre partout. Résultat, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu la nausée toute la nuit. Et voilà, ça a été une expérience pas très agréable. Donc après, j'ai quand même fait attention. Et puis ensuite, j'ai eu ponctuellement comme ça des petites crises où je me sentais pas bien avec la nausée. Alors j'ai pas fait attention sur le moment si j'avais mis beaucoup plus de gras que d'habitude. Mais en tout cas, il y a eu comme ça ces petites crises ponctuelles. Et là, on va bientôt approcher des fêtes, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire cette expérience, comme tous les ans, hein, des repas trop gras, quand on n'est pas habitué. Tu parlais de la vésicule biliaire, c'est vrai qu'il est un petit peu au chômage tout au long de l'année. Puis là, pendant les fêtes de fin d'année, alors là, tout d'un coup, des aliments très gras, alors très sucrés, mais bon, comme les gens mangent quand même beaucoup de sucre tout au long de l'année, bon, c'est pas ça qui va changer le plus. Par contre, ce qui change le plus, c'est vrai qu'on mange beaucoup plus de gras pendant les fêtes de fin d'année. Et donc là, on va avoir des gens qui vont faire cette douloureuse expérience de cette sensation nauséeuse
Et puis certaines personnes qui vont aller jusqu'à la gastro, parce que les gens, quand ils ont la nausée, eh ben, ils oublient que le remède idéal, alors je parle des Mm. repas de fin d'année, c'est on arrête de manger. Vous avez la Mhm. nausée, vous avez mangé comme un cochon pendant 3 jours, vous arrêtez de manger, vous mangez plus rien. Et puis s'il faut attendre 24 heures, on attend 24 heures. Et puis quand la nausée va disparaître et que la vraie faim va revenir, là vous pourrez manger et donc vous mangerez a priori un petit peu moins gras. Voilà. Combien de personnes me disent, Salomé, qu'est-ce que je peux manger? J'arrive pas à manger. Cette question est drôle, je trouve. Bah, mange rien, bois beaucoup, bois, prends un peu de sel, il faut réhydrater tout ça. Et pour ce qui est des nausées, les sensations là de crise de foie, en fait, c'est très souvent dans l'intestin que ça se passe tout ça, au niveau des bactéries qui sont noyées dans le gras. Et on a, avec une grosse insuffisance de bactéries qui viennent digérer justement les acides gras. Ces fameux acides gras à chaîne courte, ils vont être produits en différentes quantités en fonction du microbiote. Et chez certaines personnes, il y a surtout des candidats albicans et du coup, ils se retrouvent très vite submergés par un tsunami de gras et personne ne sait quoi en faire. Donc, on le laisse passer et ça se transforme en gastro sans, voilà, plutôt assis sur les toilettes que dessus. Et des personnes qui se retrouvent avec des grandes carences énergétiques parce que les acides gras ne sont pas assimilés. J'entends très souvent, on me dit, est-ce qu'on peut manger trop de gras? Bah, non, tu ne pourras pas manger trop de gras en cétogène parce que tu n'auras plus faim ou tu seras écœuré. Encore une fois, ton corps, c'est le macronutriment avec lequel il ne peut pas s'amuser à en prendre de trop. Généralement, tu vas le payer et tu vas savoir que bah, c'était un peu trop et que tu ne vas pas le refaire, en fait. Et pour ce qui est de ton dégoût du saindoux, en tout cas que ça a du mal à passer, hein, c'est ça, de Ouais. la graisse de porc, c'est tout simplement parce que la graisse de porc est plus riche en oméga 9 que l'huile d'olive. Donc elle a aussi des acides gras à chaîne courte, enfin moyenne en tout cas, issus de l'animal, mais elle a aussi une forte propension en oméga 9. Et je sais que moi aussi, c'est pas un corps gras sur lequel je vais d'office. Moi, j'ai beaucoup plus sur de l'huile de coco ou sur du beurre. Alors, beurre, ça c'est sûr, du beurre, du ghee. Mais la graisse de porc, je vais manger le porc, mais je vais pas forcément consommer beaucoup de graisse de porc. C'est pas vrai, c'est pas mon substrat privilégié, c'est vraiment le beurre. Le porc, quand c'est du gras qui est naturellement, par exemple, dans des saucisses, des bonnes saucisses, bah, là ça passe. Mais quand c'est un gras ajouté en plus, c'est là que, je sais pas, ça fait trop, en tout cas ça passe pas. Bon, après, voilà, on vous partage nos remarques, Oui. nos petites expériences. Vous savez qu'il peut y avoir des petits problèmes parce que toutes les graisses n'ont pas du tout la même composition. Donc, bah, comme ça, vous saurez comment agir. Vous saurez que si avec tel type de gras ça passe pas, et ben c'est pas grave, c'est que ça vous convient pas, et puis bah vous passez à un autre type de gras. Oui, et j'aimerais quand même parler de ça. Pour le coup, c'est un peu plus important qu'une histoire de digestion ou d'indigestion. Deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des personnes, donc soyez-en conscients, qui ne tolèrent absolument pas les graisses cuites. Et je parle même d'une graisse saturée. J'ai des personnes qui ne peuvent pas avaler de ghee. Non pas qu'elles n'aiment pas ça leur fait faire de la rétention. Ça leur fait faire de l'inflammation. Et du coup, ça va se retrouver dans tous les autres corps gras, même d'origine saturée, qui seraient cuits. C'est-à-dire qu'elles vont être capables de manger du saucisson, même gras, parce que là, le gras n'est pas cuit, hein, il est fermenté, il est saumuré. Mais par contre, le ghee, c'est pas du tout possible, ou la cuisson au gras, c'est pas du tout possible. Et la deuxième chose, donc si jamais vous êtes dans ce cas, bah, sachez que vous pourrez consommer du beurre, vous pourrez consommer, mais pas du ghee parce que c'est cuit. Tout ce qui serait chauffé, certains seraient hypersensibles. Et la deuxième chose, je vais parler un petit peu génotype. Alors, je ne vais pas m'étaler parce que c'est un peu complexe, mais il y a certaines personnes qui vont présenter un génotype ApoE4. Donc, c'est une particularité génétique au niveau bah, des chromosomes qui fait que vous êtes plus enclin à souffrir d'Alzheimer. Attention, si vous êtes ApoE4, vous n'allez pas avoir Alzheimer. Ça reste quand même de l'épigénétique hein, qui fera votre santé. Mais c'est une fragilité. Et ceux qui sont ApoE4, diagnostic que vous pouvez faire demander par votre médecin au niveau du sanguin, vous allez vous allez devoir limiter la consommation d'acides gras saturés. Donc, en alimentation cétogène, votre base sera donc les huiles végétales, les huiles de poisson. Donc, vous allez pouvoir consommer en ce qui concerne les protéines, tout type de protéines, mais être beaucoup plus sur du poisson et des œufs et un peu moins de viande grasse. Donc, beaucoup plus sur oméga 3. Par contre, les œufs, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Les œufs, les poissons et un peu moins les viandes. Contrairement à moi, par exemple, qui ne suis pas APO4, je suis quasiment que sur des viandes grasses et que sur du beurre et du ghee. Bah, vous allez être plutôt sur des poissons, des œufs, des huiles d'olive, des huiles de lin, des huiles d'avocat.
vous allez être évidemment sur des huiles de poisson oméga 3, vous allez être potentiellement sur des végétaux. Et puis, oui, bah, même le coco, même l'huile de coco ne rentre pas dans ce cadre. Vous allez être sensible à l'huile de coco puisque c'est un acide gras saturé et que c'est votre fragilité face aux acides gras saturés qui peut vous mettre en porte-à-faux. Il n'y a pas de danger, vous n'allez pas mourir d'un cétogène APO4 en 6 mois. Ça va juste faire élever vos triglycérides et réduire vos HDL. Et comme normalement, c'est l'inverse qui se passe, vous allez très vite vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous allez le voir. Mais c'est encore mieux si vous avez des suspicions ou des soupçons ou si vous avez un antécédent Alzheimer, d'aller voir votre médecin et dire je veux faire mon diagnostic APO4. Comme ça, je sais où j'en suis dans mon alimentation. Dernière notion sur le gras, c'est pour pas. Je reviens à la cétoadaptation. Les outils de la cétoadaptation, comment on pourrait, entre guillemets, soit améliorer la qualité de sa cétoadaptation, soit l'accélérer. Je vais vous donner des petits tips. Alors attention, c'est vraiment très généraliste ce que je veux dire, donc ne prenez pas argent comptant, je me lance dedans. Enfin, il n'y a rien de grave, mais il va y avoir beaucoup de choses. Première chose, très riche en graisse. On peut être quasiment à 200 grammes de gras ajoutés par jour. Ça va aider à la cytoadaptation car vous allez noyer vos mitochondries dans ce gras. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, quand vous transformez votre mitochondrie après toutes les 6 semaines, ben, elle va arriver dans un environnement gras et puis elle va comprendre qu'elle est dans le gras. Donc la quantité de gras chez vous peut être importante. Trop peu de gras va peut-être bloquer votre cytoadaptation. La deuxième chose, ça va être, attention, c'est dans la même idée que le 200 grammes de gras ajouté, sauf que là, c'est sous forme de jeûne. Je suis pas en train de dire qu'il faut jeûner pour se s'adapter. Alors là, mais complètement pas, c'est l'inverse. Mais jeûner gras. C'est-à-dire que vous vous apportez tous les jours 200 grammes de lipides, mais pas de protéines et pas de glucides. Alors tous les jours, évidemment pas tous les jours, mais par exemple, une journée ou 2 journées par mois. Ça peut vous aider à passer en cétoadaptation. C'est-à-dire qu'il y a une journée où vous allez sécréter zéro insuline parce qu'il n'y a pas de viande. Il n'y a pas d'apport d'aliments potentiellement inflammatoires, vous n'allez pas manger de graines, vous n'allez pas manger de légumes, vous allez faire une journée de jeûne, c'est-à-dire toute une nuit, toute une journée et toute une nuit. Ça vous fait à peu près 40 heures de jeûne, 36 à 40 heures de jeûne. Et vous allez vous apporter du gras, on dit à peu près 5 à 6 boissons grasses dans la journée. Alors je dis boisson parce que généralement les gens le prennent dans leur déca, dans leur infusion. Mais si vous aimez croquer du beurre, vous pouvez croquer du beurre. Et on va être sur 200 grammes lipides sur ces 40 heures. Alors, mieux, ce serait sur la journée, pas la nuit, évidemment, on ne mange pas la nuit. Et ça va vous aider potentiellement à réduire cette sécrétion d'insuline, donc vous aider à aller plus vite vers la cétoadaptation. Deux dernières choses, je vais aborder très rapidement l'hygiène de vie. Pour se cétoadapter, travailler sur votre sommeil, se coucher tôt, éviter les lumières bleues, espacer vos repas l'un et l'autre, tout en les gardant entre le lever et le coucher du soleil. Gérer vos émotions. Ça, c'est vraiment des banalités, mais malheureusement, c'est tellement des piliers avec l'alimentation. Si vous voulez vous s'auto-adapter, il va falloir aussi bien travailler à l'assiette qu'à l'hygiène de vie. Et toute dernière notion pour aider à la céto-adaptation, et c'est presque la première que vous pourriez mettre en place par rapport, peut-être même mettre beaucoup de gras, et encore, certains n'ont pas besoin de trop de gras pour se céto-adapter, c'est d'éviter tout le goût sucré, même édulcorant. Vous allez faire générer une sécrétion d'insuline dans votre organisme de manière réactionnelle. Vous allez garder l'appétence. Vous allez continuer à endommager votre intestin qui va avoir des difficultés à vous aider à fabriquer des cétones parce que les acides gras à chaîne courte fabriqués dans l'intestin, c'est votre microbiote qui va le faire. Donc, le goût sucré. Donc, pas de stevia, pas d'édulcorant, évidemment, pas de sucre tout court. Pendant ces 4 à 6 semaines, en fait, où vous démarrez votre alimentation cétogène. Au sujet du goût sucré, effectivement, j'ai pas été un accro au sucre comme d'autres personnes qui vont replonger dès qu'elles mangent un aliment sucré. J'ai pas ce problème-là, donc je peux faire un écart une fois par semaine et puis continuer et ne plus avoir envie de manger du sucré, alors que bon, j'étais quand même à chocolat noir tous les jours, 2 fois par jour. Comme j'ai expliqué sur la chaîne, j'ai voulu arrêter le chocolat noir parce que je commence par un demi-carré à la fin du repas. Une semaine après, je suis à un carré. Une semaine après, je suis à un carré et demi. Et puis au bout d'un ou 2 mois, je suis à 2, 3 carrés à la fin de chaque repas. Et ce qui me posait problème, c'est le fait de me rendre compte que j'étais l'esclave de ce chocolat, que je n'arrivais pas à me contrôler, et que le plaisir qui était généré diminuait de plus en plus. Voilà, donc là c'est vraiment typique d'une drogue, hein. On a besoin de toujours plus pour être stimulé, ça apporte toujours moins de plaisir, et puis on se sent l'esclave de cet aliment, on ne peut pas lutter.
Donc j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Là, j'ai vraiment arrêté depuis pas mal de mois. Et c'est vrai que le goût sucré, c'est pas compliqué quand on n'en mange pas. En fait, les gens ont souvent en tête que ça va être hyper dur, mais ils n'ont pas conscience que c'est beaucoup plus difficile de résister au quotidien à quelque chose qu'on qu'on mange assez régulièrement parce qu'on va entretenir cette chimie dans le cerveau avec ces petites décharges ou grosses décharges de dopamine. Et bien en fait, quand vous arrêtez le sucré, vous allez avoir une phase de désaccoutumance parce que c'est vraiment une drogue. Une fois que vous avez passé les... Alors la première semaine, les 2 premières semaines, ça peut être un peu compliqué. Et puis après, ça se fait. Alors on a des petites rechutes, on a envie de sucre, mais bon, on n'en mange pas, on mange autre chose à la place. Donc c'est là qu'on peut manger ce dont tu parlais tout à l'heure. On peut utiliser à la place le fromage, qui est un aliment plaisir. Donc c'est vrai que c'est pas top dans une alimentation cétogène anti-inflammatoire, mais c'est toujours mieux que du sucré. Donc effectivement, on pourra utiliser des aliments plaisir euh, pour nous faire plaisir, tout simplement, fromage, saucisson, etc. Et puis ça se fait. Et après, en fait, c'est pas compliqué. Une fois qu'on est là-dedans, c'est pas compliqué, hein. Les gens, ils pensent qu'on lutte, mais non, c'est pas compliqué. Je n'ai pas envie de sucrer, tout simplement. Alors ensuite, au sujet de l'hygiène de vie, c'est vrai que alors ça, c'est hyper important. Alors pourquoi c'est hyper important? Je vais juste en 3 mots expliquer. Mhm. Quand vous êtes en régime cétogène, vous devez fonctionner majoritairement au gras et au corps cétonique. Quand vous êtes sur un rythme biologiquement calé sur les rythmes de la nature, vous allez faciliter ça. Par contre, si vous êtes à contre-courant des rythmes biologiques, eh ben, vous allez passer en mode stress. C'est-à-dire que votre corps, vous allez produire plus de cortisol pour pouvoir, par exemple, lutter contre la fatigue. Vous allez vous coucher tard, vous allez produire plus de cortisol pour vous maintenir éveillé, puisque le cortisol, on parle d'hormones du stress, mais on pourrait parler aussi d'hormones de l'activité, c'est ce qui vous maintient à l'état d'éveil. Et quand vous produisez du cortisol, eh ben, vous allez fabriquer du sucre à partir de vos muscles. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc chaque fois que vous allez produire du cortisol, donc l'hormone du stress si on schématise, eh bien vous allez produire du sucre. Et ça c'est un problème parce que nous en régime cétogène, on ne veut pas produire du sucre. On veut être capable d'utiliser le gras. Donc il y a décalage avec les rythmes naturels. On se couche trop tard, on se lève trop tard, enfin bon, on est complètement décalé, on mange trop tard. Excès de stress, ça c'est un vrai problème. Certaines personnes n'arriveront pas à rentrer en cétose parce qu'elles sont tout le temps stressées. C'est un vrai problème, ou en tout cas, elles vont avoir des fluctuations importantes. Et moi, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je fais différentes choses pour apaiser mon niveau de stress parce que je suis quelqu'un d'un petit peu trop nerveux. Alors déjà, ça fait du bien parce qu'on dort mieux, on est plus apaisé. Mais pour certains, dites-vous que ce sera absolument indispensable. Le régime cétogène ne se résume pas à ce que vous mangez. Le régime cétogène, on devrait parler de mode de vie cétogène, plutôt pour que ce soit plus clair. Ça doit être quelque chose d'holistique, ça doit être quelque chose de plus complet que uniquement ce que vous mettez dans votre bouche. Donc il va falloir que vous régliez vos problèmes de sommeil, il va falloir que vous régliez vos problèmes d'excès de stress, il va falloir que vous fassiez attention à votre heure de lever et votre heure de coucher, à l'heure du dernier repas, etc. Voilà. Donc ça, c'est absolument capital. Et dans les livres que j'ai lus sur le régime cétogène, j'ai remarqué que dans chaque livre, ils en parlaient et que c'était quelque chose qui était hyper important. Sachant que les auteurs des livres que j'ai lus, eux, ils ont une grande expérience du régime cétogène. C'est pas comme moi qui en ai que quelques mois de régime cétogène d'expérience. Eux, ils ont 10 ans, 20 ans de régime cétogène. Et donc, leurs conseils, je pense qu'ils tiennent la route. Donc, attention à tout ce qu'il y a autour de ce que vous mangez. C'est vraiment en ça que j'aime accompagner les personnes qui se lancent dans une alimentation cétogène. C'est que tu prends pas des gens où tu vas les aider à perdre du poids parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a quelque chose. C'est vraiment des gens qui veulent changer de vie, ils veulent changer leur routine de vie, ils veulent changer la direction de leur vie et la direction de leur santé. Et je mets tellement d'énergie dans chacun de mes accompagnements, bah, que forcément, pour moi, c'est une reconnaissance que l'effort que la personne met aussi dans sa vie à elle, en fait.
que de lui dire que de travailler sur autre chose que son assiette, ça va l'aider, et de voir qu'elle le fait, ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est profondément engagé, en fait, et c'est vraiment main dans la main qu'on avance. Aujourd'hui, si tu vas chez une diététicienne, ou même si tu viens me voir et que tu me dis, fais-moi un régime hypocal, ben, en fait, je m'ennuie. Pour moi-même, ça m'apporte aucune gratitude. J'ai pas l'impression d'élever la personne vers la meilleure version d'elle-même, en fait. Et grâce à l'alimentation cétogène, le fait qu'on ne puisse pas passer à côté de l'hygiène de vie, c'est pas possible. Bah, c'est merveilleux. Je fais partie intégrante de la vie de la personne et je l'accompagne sur toutes ses facettes. Et ça, c'est hyper gratifiant. Ensuite, on va parler un petit peu de ce passage en cétose, justement. Quand on vient à passer en cétose, chez certaines personnes, il ne va pas y avoir trop de sensations. On va plutôt être sur des personnes qui ont un métabolisme assez correct et qui décident d'essayer de cétogène, peut-être des fois par curiosité. Donc, elles vont passer en alimentation cétogène et elles vont ressortir effectivement une légère fatigue pendant une semaine parce que voilà, elles changent de carburant. Mais chez la majorité des gens qui viennent en alimentation cétogène, très souvent pour perdre du poids et reprendre leur santé en main, évidemment, je reste dans cette éthique globale, pour renverser leur résistance à l'insuline ou l'hypothyroïdie ou leur, voilà, énormément de choses, elles vont rencontrer le keto flou. Alors, le keto flou, c'est simplement le fait, vous avez une voiture qui est en essence et vous changez le moteur en diesel. Sauf que dans les tuyaux, il reste encore un peu d'essence. Bah là, il va y avoir un petit couac. C'est-à-dire qu'au moment du changement de carburant, il va y avoir deux choses en même temps, ça marche plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de glucides, il y a beaucoup de lipides, vous ne savez pas utiliser vos lipides et vous n'avez pas d'autres carburants de réserve. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en met beaucoup pour dire vraiment au corps, vas-y, t'inquiète, prends le gras, il est là, il est là, il est là. La fameuse grosse quantité de lipides pour vous aider, quand je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aider à la cétoadaptation. Donc ça, c'est une première problématique et ça va créer des carences nutritionnelles et énergétiques. Et c'est pour ça qu'au bout de 2, 3 mois d'alimentation cétogène, écoutez bien, parce que ça, vous allez forcément le voir ou l'entendre, l'alimentation cétogène ne fait pas perdre ses cheveux, c'est le passage d'une alimentation à l'autre qui génère un trou énergétique. Et le métabolisme, vous le privez de sa source de carburant, donc il va un peu carburer, comme l'a dit David, un peu sous le cortisol, du coup, en hypocale. Vous lui donnez beaucoup de gras. Le temps qu'il capte un petit peu ce qui se passe et qu'il passe sur le gras, il y a eu quelques semaines où il a ramé un peu. Il était catabolique. Ça va se voir dans vos cheveux 2, 3 mois après. Vous risquez de voir une petite perte de cheveux. Mais c'est pas grave. C'est simplement le changement de carburant. C'est normal. Et derrière, de fait de votre hygiène de vie qui est sûrement meilleure, vous allez avoir une densité de cheveux beaucoup plus grande. Je parle des cheveux parce que c'est vraiment ce qui est flagrant. Mais d'un point de vue, le keto flou, donc vous allez avoir, vous êtes fatigué pendant 10 jours, vous allez être ralenti, on va dire ça, ralenti. Par contre, vous allez être profondément fatigué et potentiellement des douleurs musculaires à cause de votre carence en minéraux. Parce que quand on arrête de consommer des glucides, on diminue sa sécrétion d'insuline. Quand on diminue sa sécrétion d'insuline, on élimine beaucoup plus d'eau dans les urines. Donc on perd son eau, mais on perd avec son eau de sodium, du potassium, énormément de minéraux. Ça va générer beaucoup de fatigue. Et donc pour pallier le kétoflux, il faut apporter beaucoup de gras, comme je l'ai dit, apporter beaucoup de sel, ne pas hésiter à manger bien 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire au corps, OK, je t'enlève les petits trous, mais je te tiens la main. Tu peux encore rouler, mais je te tiens la main. Donc, on est vraiment aux petits soins. Pendant ces 2 semaines, je dirais, où on se lance dans cétogène, on ne néglige pas son eau, on ne néglige pas son aile, on ne néglige pas son magnésium, on ne néglige pas son gras, pour vraiment passer cette phase qui va être un petit peu compliquée. Forcément, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu des petites choses comme ça. Dites-vous simplement que cette quantité plus importante, par exemple, de sel, le fait d'augmenter nos apports en magnésium, c'est quelque chose qui est lié à ce nouveau mode alimentaire. C'est normal que quand on diminue son niveau d'insuline, qu'on perde une partie de nos fluides et qu'on ne perd jamais de l'eau pure, comme tu l'as dit. Il y a toujours des minéraux qui sont associés, donc c'est normal et ça va être une nouvelle normalité. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'apporter plus de sel. Alors, si vous voulez... Ah oui, mais enfin, je dis ça, mais il faut... Vous comprenez l'anglais, mais il y a une chaîne que j'aime beaucoup, la chaîne du docteur Ekberg. Alors, pas le docteur Berg, qui parle aussi de régime cétogène. Mais moi, je préfère le docteur Ekberg, Ekberg. Il parle très bien. Alors, vous pouvez avoir la génération des sous-titres en français, je pense. Et il explique très bien ça, en fait. Il explique... En fait, ce que j'aime, il fait toujours des vidéos qui durent 20 à 30 minutes. Il parle
quasiment tout le temps de physiologie. Il va vous expliquer le pourquoi du comment en vous parlant de la physiologie. Et là, notamment en ce qui concerne le sel, il explique pourquoi est-ce que manger trop de sel n'est pas un problème, parce que 9 fois sur 10, on va vous dire mais il ne faut pas manger trop de sel. Regardez les personnes qui sont en hypertension, qui ont des problèmes rénaux, on leur dit de manger peu de sel. Mais vous ne pouvez pas comparer des personnes malades avec des personnes saines. Une personne malade qui a les reins qui ne fonctionnent plus correctement, c'est normal qu'on lui déconseille de manger trop salé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que quelqu'un en pleine santé doit réduire sa consommation de sel. Et les études nous montrent que justement, la réduction du sel pose plus de problèmes qu'un sel qui est un petit peu trop élevé sur une population générale. Donc le sel, par exemple, parce que c'est un des problèmes c'est un des sujets les plus problématiques quand on passe en régime cétogène. On a tellement entendu dire qu'il fallait ne pas manger trop salé, et on l'entend encore, hein, que quand on rajoute un petit peu trop de sel, on se sent un peu coupable ou on a peur de se faire mal. Et donc, François, il l'a vécu. Moi, je suis un tempérament où je sais que je peux manger plus de sel naturellement. Ça m'a pas trop tracassé, mais il y a plein de personnes, ça les tracasse en fait. Donc, vous tracassez pas, c'est pas un problème. Et allez voir les vidéos du docteur Egberg qui va vous expliquer ça très bien, pourquoi c'est pas un problème. Alors, ça tracasse beaucoup de gens parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui viennent en alimentation cétogène, c'est des gens souvent résistants à l'insuline, ok, suite à une inflammation ou suite à une défaillance mitochondriale. L'insuline est un rétenseur naturel. Forcément, quand on vous dit qu'il faut augmenter le sel dans une alimentation cétogène, chez vous, ça peut favoriser une rétention au départ, puisque vous n'avez pas encore réduit votre insuline, ce fameux insuline qu'on essaie de réduire au fur et à mesure, d'où mon jeûne gras, vous vous rappelez? Donc, il est normal que chez certaines personnes, on voit une espèce de rétention et que ça stresse, parce que tout le monde vous dit, mon Dieu, tu mets trop de sel, qu'est-ce que tu fais pour ta santé? Donc, première chose, savoir aussi d'où vous venez et où vous allez. Je suis résistante à l'insuline, je vais augmenter mon sel, mais au fur et à mesure, je vais perdre mon eau parce que je vais réduire mon insuline. Et la deuxième chose, c'est que il faut bien prendre conscience qu'on a des résistants au sel et des sensibles au sel. Moi, par exemple, je suis résistante au sel. C'est-à-dire que moi, il me faut au minimum 25 grammes par jour pour ne pas ressentir de symptômes de fatigue, de crampes ou des choses comme ça. Et moi, le sel, je le mange comme certains mangeraient des M&M's, quoi. Moi, le sel, c'est ma collation. Bien sûr, il y a toujours un peu de beurre de cacao, mais je mange ça à la petite cuillère. Et les gens sont toujours effarés, mais je suis d'accord qu'ils peuvent être effarés, parce que même moi, des fois, je me dis, mais comment je fais pour m'enfiler tout ce sel? Parce que j'en suis résistante, c'est-à-dire que pour moi, il part très facilement dans mes urines. Je suis très très loin de sécréter beaucoup d'insuline. Moi, je suis quasiment à 45-50 mg de glycémie dans le sang à peu près toute la journée. Donc, j'ai absolument aucune goutte d'insuline où je retiens quasiment pas mes minéraux. Mais chez les personnes qui vont avoir tendance à être plus à 70 mg, 80, 90, 100 mg de glycémie, ou en plus sont plutôt stressées, bah, elles vont avoir tendance potentiellement à sécréter de l'insuline et donc retenir le sel. Donc dites-vous bien que vous ne pouvez pas vous arrêter à des allégations, diminuer le sel, c'est dangereux pour la santé. C'est un minéral comme un autre, vous en avez besoin d'une certaine quantité comme une autre et ça dépend de votre état de santé de l'instant. Donc essayez d'augmenter parce qu'en cétogène, vous en aurez besoin, tout en sachant que oui, tant que vous êtes toujours très résistant, il faudra peut-être être à allez, 8, 9 grammes, puis ensuite vous pourrez être à 12, 13, puis ensuite vous serez peut-être à 15, puis peut-être qu'au final vous redescendrez à 10, et à 10, ce sera votre limite. Mais il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'interdit. C'est pas interdit d'augmenter, c'est pas interdit de réduire. Dites-vous que c'est en fonction de vos besoins et de vos sensations, mais n'y allez pas avec la peur. Petite remarque aussi au sujet de la perte de cheveux, est-ce que c'est hommes et femmes ou c'est plutôt les femmes? Bah, je dirais que c'est hommes et femmes, mais le truc, c'est que les hommes le voient moins parce qu'il y a moins de cheveux et qu'ils sont beaucoup moins portés sur leurs cheveux. Les femmes, elles viennent, elles ont pris du poids. Donc, il y a déjà un dégoût de soi. Mais si en plus elles voient leur touffe de cheveux tomber, alors que c'est un peu, pour certaines, la dernière touche de féminité, dans leurs yeux, évidemment pas dans les miennes, je les aime tellement, mes petites yogis, que c'est la panique à bord. En plus, ça veut souvent dire hypothyroïdie. Mon Dieu, l'alimentation cétogène crée une hypothyroïdie. Alors que non, pas du tout. C'est vraiment juste la phase de transition. Donc, c'est beaucoup moins marqué chez les hommes, mais à mon avis,
Oui, hormis si on a un métabolisme robuste qui a très bien vécu ce changement de justement de carburant. Donc maintenant, après avoir vu un petit peu l'acétoadaptation, comment on passe au-dessus de l'acétoadaptation, comment on la met en place et combien de temps ça dure, et les effets potentiels, inconvénients et positifs, hein, puisque je vous ai quand même dit que avant même l'acétoadaptation, on peut perdre du poids, on a un meilleur sommeil, on a un meilleur focus. Maintenant qu'on a un petit peu installé tout ça, euh, dans une prochaine vidéo, on va plutôt axer sur tout ce qui va être question-réponse à la pratique et aux potentiels inconvénients liés au maintien de l'alimentation cétogène. Donc voilà pour ma part aujourd'hui ce que j'ai pu vous apporter. Si vous avez des questions sur certaines notions qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant, vous n'hésitez pas en commentaire et je me ferai un plaisir de venir répondre auprès de David. Alors merci Salomé. Donc effectivement, on va se réserver encore une vidéo dans laquelle on va parler de l'adoption du régime riche en graisse. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il faut le faire tout le temps, tous les jours, toute l'année? Est-ce qu'il faut faire un régime où on va faire par exemple ce qu'on appelle la recharge glucidique? On va voir également comment ça se passe avec les autres, comment ça se passe en société, comment ça se passe quand on sort. Ensuite, on va voir les inconvénients qui sont liés à ce type de régime alimentaire. Donc, on va voir un petit peu toutes les questions que vous posez. Alors, il y a des questions, c'est un petit peu toujours les mêmes, hein. Est-ce que c'est bien de manger de la viande rouge? Parce que j'ai entendu dire que ça favorisait le cancer colorectal. Manger trop de sel, on en a parlé, est-ce que c'est un problème? Et les œufs et mon cholestérol, bon, voilà, vous avez compris, on va voir un petit peu toutes ces questions, certaines qui sont pour nous un peu basiques. Après, il y en a d'autres, on va aller un peu plus dans le détail, des questions peut-être que vous ne posez pas encore. Alors, on va voir également ce qu'on pourrait appeler les dérives quand on adopte ce type de régime réduit en glucides. Et on va voir ce qui se passe quand on ne fait pas attention. Hein. Il y a certains aliments qu'on a tendance à manger en trop grande quantité, ou on peut même aller vers des aliments transformés, voire ultra transformés, parce qu'on nous propose des vraies saloperies. Alors je ne sais pas si vous avez la même chose, mais moi en ce moment, je reçois par mail plein de spam de gummies, de gummies keto, Mm. hein, des Ah oui, petites gommes keto. ah Alors oui. j'ai regardé des vidéos de débunkage là-dessus d'Américains qui ont regardé un petit peu ce que contenaient ces trucs. Alors ce que ces trucs contiennent, ils contiennent du sucre, entre autres. Quand vous voyez la quantité de sucre qu'il y a dans chaque petite gomme, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais j'en reçois tous les jours et en ce moment, c'est même plusieurs fois par jour. Donc il y a un vrai problème avec le régime cétogène qui est à la mode et puis toutes les personnes qui se disent on va pouvoir se faire du fric là-dessus en vendant tout et n'importe quoi aux gens. Donc avec ces petites gommes magiques, on vous promet de perdre du poids. Donc sachant qu'il y a majoritairement du sucre là-dedans. Voilà. Après, on vous parlera aussi des compléments alimentaires parce que quand on passe en régime cétogène, notamment en phase d'adaptation, et puis après ça peut être ensuite après, on va avoir besoin d'être soutenu par des compléments alimentaires. Alors on peut avoir besoin de magnésium, de vitamine B, on peut avoir besoin de coenzyme Q10, de sélénium, de zinc. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, on prévoit toujours de faire un live. Donc là, on sera en direct, on répondra à vos questions en direct. Et en plus, on prévoit de faire une vidéo questions-réponses. Alors il y a déjà plein de questions qui ont été posées dans les vidéos qui ont déjà été publiées. Il y a certaines questions que j'ai retenues et ça fera partie d'une vidéo parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Alors il y a des gens qui posent des questions qui des fois comment dire, me font réagir. Par exemple, il y a une personne qui dit que le régime cétogène c'est nul parce que en fait on va transformer le gras en sucre. Alors elle n'a pas compris en fait comment fonctionne le régime cétogène, ou alors c'est nous qui avons manqué de je sais pas quoi dans nos explications, Possible, mais oui. non, pas possible, non, non, t'es trop gentil. Non, il y a quand même, je pense, des gens qui n'écoutent peut-être pas bien. Parce qu'il ne faut quand même pas abuser. On n'a jamais dit qu'on transformait le gras en sucre, que le régime cétogène c'était ça. Non, pas du tout. Mais voilà, donc en tout cas, il y a des questions que j'ai retenues. Alors là, c'est une anecdote, hein, celle-là, il y a des questions que je pense plus pertinentes.
Et donc, ça fera partie d'une vidéo questions-réponses, je pense qu'il sera très intéressante. Et puis, ce sera pas mal, hein. Et on en aura fini avec notre série de vidéos avec Salomé. Euh, Ouf! voilà. Non, merci Bon, pour la bienveillance de toute ta communauté qui est quand même. C'est génial. Moi, j'adore, c'est ma passion. Déjà, c'est mon métier, mais c'est surtout ma passion. C'est l'alimentation qui m'a sauvé la vie. C'est l'alimentation qui m'accompagne au quotidien, qui me donne l'énergie d'être ici devant toi, devant vous, qui me donne l'énergie de me lever le matin et de me coucher le soir apaisé. Donc, j'ai un immense plaisir et honneur de pouvoir le présenter à des gens, soit qu'ils le pratiquent de leur côté, soit qu'ils le découvrent. Donc, voilà, moi, c'est un bonheur. J'espère que les informations, même s'il y a quand même des retours de gens qui sont contents, j'espère que c'est clair, que c'est pas bâclé, que vous vous sentez suffisamment armé pour continuer de votre côté, parce qu'évidemment, ça ne vaudra jamais un coaching de manière personnalisée. Mais si ça vous permet de poursuivre sur votre petit chemin et de continuer à atteindre vos objectifs gentiment, bah moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. bon, eh bien écoute, merci Salomé. On De va se rien. quitter pour cette fois, pour cette vidéo, en attendant la prochaine, et puis tous vos commentaires. Voilà, on arrive au terme de cette troisième vidéo sur le régime cétogène avec Salomé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.